Bonjour, bonsoir à tous, c'est Elsker. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de Parlant Constitution. Alors, on va commencer à parler de la séparation des pouvoirs. En fait, on va en parler dans 2 épisodes, cet épisode-là et l'épisode prochain. Aujourd'hui, on va parler de séparer les pouvoirs pour éviter qu'on en abuse. C'est le titre de l'épisode, même si je l'ai un peu raccourci et vous voyez dans les titres sur YouTube parce que c'était un peu trop long. Et donc on va commencer, et la prochaine fois on parlera de séparation souple et séparation stricte. Donc, pourquoi séparer les pouvoirs? Séparer les pouvoirs pour empêcher les abus de pouvoir. Si ceux qui exercent des pouvoirs souverains sont délégataires d'un souverain et non souverains eux-mêmes, par exemple, on a parlé de la souveraineté dans les épisodes précédents, souveraineté nationale va déléguer, la nation va déléguer sa souveraineté à différents acteurs, assemblée législative, gouvernement, chef d'État, juge, etc., etc. Et donc, si ceux qui exercent des pouvoirs souverains sont délégataires et non pas souverains eux-mêmes, donc pas la nation, ou on peut imaginer un roi héréditaire souverain, et non pas ministre de Dieu sur terre où Dieu serait souverain, bref, si les délégataires de la souveraineté sont non souverains, ils doivent être contrôlés, ces pouvoirs. Ceux qui exercent ces pouvoirs souverains doivent être contrôlés, limités. Pourquoi? Pour qu'ils ne dépassent pas leur mission, leurs compétences attribuées par la Constitution, attribuées du coup par le souverain, qui leur a délégué des pouvoirs avec des compétences, des procédures, quoi d'autre? Des fonctions particulières. Bon, je vais citer Montesquieu maintenant, qui le dit très bien, dans De l'esprit des lois, en 1748. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, et va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Il est donc qu'il faut que les pouvoirs soient contrôlés et limités. Sinon, ils vont abuser, parce que toute personne, et du coup toute assemblée également, tout homme, et même tout homme dans un groupe, va essayer de prendre du pouvoir sur les autres. Et donc le groupe lui-même va essayer de prendre du pouvoir sur les autres groupes. Et donc pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. D'où une séparation des pouvoirs. En réalité, chez Montesquieu, on retrouve plutôt l'idée de balance des pouvoirs, plutôt que de séparation. Les pouvoirs, ils doivent être équilibrés afin de s'arrêter les uns des autres. Mais c'est déjà une prémisse de la séparation des pouvoirs. Mais Montesquieu, on attribue souvent la séparation des pouvoirs à Montesquieu. On lui attribue souvent. Mais il n'est pas le seul à avoir pensé. Et au final, la séparation des pouvoirs, c'est quelque chose qui était construit avec des différents acteurs, différents auteurs. Je vais vous en parler de quelques-uns, bien évidemment. Juste maintenant, pensons déjà à l'Antiquité. Dès l'Antiquité, l'idée de que les pouvoirs qu'il y ait une balance des pouvoirs, que le pouvoir arrête le pouvoir, tout ça, on peut le retrouver un petit peu chez Platon, et encore plus chez Aristote, qui séparera notamment les pouvoirs, qui séparera en tout cas des fonctions qu'on verra juste après, quand on parlera de quel pouvoir, on y reviendra. Mais il y a aussi John Locke, l'anglais John Locke, qui va participer. Après lui, bien sûr, Montesquieu, qu'on a cité juste avant. Et dans l'application des théories renouvelées de l'Antiquité inspirées par l'Antiquité de John Locke et de Montesquieu, Emmanuel Joseph Sieyès, un français, va réellement plus l'appliquer, notamment lorsqu'il va participer à l'élaboration de différentes constitutions, notamment la première constitution, puisqu'il était lui-même député du tiers état aux États généraux de 1789, donc la Révolution française. Mais en réalité, c'est Adhémar Esmin et Léon Duguy et d'autres juristes, comme eux deux, qui vont réellement, en droit, forger cette théorie de la séparation des pouvoirs. C'est vraiment les juristes, après, qui vont s'appuyer sur différents auteurs, sur différentes pratiques, pour vraiment théoriser ça en droit. Et reprenons, du coup. L'idée de la séparation des pouvoirs,
c'est que dans le cadre, par exemple, de la souveraineté nationale, la nation délègue sa souveraineté si elle le délègue à un organe unique. Imaginons un roi, donc une seule personne, ou un collège, une assemblée, donc plusieurs individus dans un seul organe qui prennent des décisions ensemble, mais un seul organe toujours. Cet organe-là va prendre le dessus sur la nation et va finalement devenir en quelque sorte le souverain, puisque il va pouvoir ne pas respecter la Constitution. Alors que si la nation délègue à plusieurs pouvoirs, ces pouvoirs-là qui sont eux-mêmes, on y reviendra, en relation les uns des autres, avec les uns et les autres. Ils sont en relation, ils ont des pouvoirs les uns sur les autres également. Ça, on y reviendra encore plus dans l'épisode prochain, quand on parlera de séparation stricte et séparation souple. Et bien, à partir de ce moment-là, quand les pouvoirs sont séparés, qu'ils s'arrêtent mutuellement, le pouvoir arrête le pouvoir, et bien là, la Constitution va être respectée. En tout cas, il y a beaucoup plus de chances qu'elle le soit. Parce que bien évidemment, les choses sont pas aussi simples. Il peut y avoir des coups d'État, il peut y avoir des révolutions, il peut y avoir tout un tas de choses qui vont faire que la Constitution ne sera pas respectée, on va en écrire une nouvelle, ce genre de choses, bien évidemment. Mais c'est en séparant les pouvoirs qu'on va éviter, dans la théorie de la séparation des pouvoirs, que un pouvoir, un organe du coup, prenne le pouvoir sur les autres et en quelque sorte devienne souverain, ou en tout cas abuse de son pouvoir. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, on retrouve à l'article 16 cette séparation des pouvoirs. Donc, article 16, toute séparation dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, on y reviendra quand on parlera de garantie des droits, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Pour qu'il y ait constitution d'après l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il faut qu'il y ait séparation des pouvoirs. Mais du coup, quel pouvoir séparer? La question est là. Quel pouvoir séparer? Aristote, dans le politique ou la politique, je sais plus exactement, politique, en tout cas, 4e siècle avant Jésus-Christ, du coup, Aristote, au livre 6, chapitre 11, paragraphe 1, donc ça c'est une traduction en français, je ne sais pas si elle est totalement exacte, il y a peut-être quelques inexactitudes, mais bref, je vais vous la lire. Dans tout État, il est 3 parties, dont le législateur, s'il est sage, s'occupera par-dessus tout à bien régler les intérêts. Ces 3 parties, une fois bien organisées, l'État tout entier est nécessairement bien organisé lui-même. Et les États ne peuvent différer réellement que par l'organisation différente de ces 3 éléments. Le premier de ces 3 objets, c'est l'Assemblée générale délibérant sur les affaires publiques. Le second, c'est le corps des magistrats, dont il faut régler la nature, les attributions et le mode de nomination. Le troisième, c'est le corps judiciaire. Donc, l'État, pour qu'il soit bien réglé, bien organisé, il faut bien organiser dit 3 éléments importants. On retrouve déjà l'idée de pouvoirs différents un peu séparés. Bien sûr, peut-être que ils sont pas réellement séparés, peut-être qu'ils ne pensaient pas qu'il fallait qu'ils soient réellement séparés, mais qu'ils se contrebalancent par exemple au sein d'un même organe. Peu importe, en tout cas on retrouve une idée de séparation des pouvoirs dès l'Antiquité. Et donc ici, si on reprend, il y a l'Assemblée générale, le corps des magistrats et le corps judiciaire. L'Assemblée générale, c'est en quelque sorte le pouvoir législatif, ceux qui font les lois, qui font les règlements, les lois, etc. Le corps des magistrats, donc plutôt l'administration ou le gouvernement, ça dépend ce qu'il entendait exactement par là. Le corps judiciaire, donc la justice, tout ça, faire appliquer la loi directement en sanctionnant notamment ceux qui ne la respectent pas. Le corps des magistrats, en réalité, c'est faire exécuter. Corps judiciaire, c'est plus sanctionner ceux qui ne la respectent pas pour aussi la faire respecter. Donc, au final, vous voyez ce que c'est la justice. Bref, peu importe. Pour John Locke, par contre. Revenons du coup à John Locke et à Montesquieu. John Locke et Montesquieu qui vont du coup reprendre, en tout cas ils vont certainement s'inspirer, en tout cas ils vont théoriser une nouvelle balance des pouvoirs, une nouvelle théorie de la séparation des pouvoirs. Là je confonds un peu balance des pouvoirs et séparation des pouvoirs, mais juridiquement ça peut, en théorie du droit, on peut complètement les différencier, bien sûr, même si ce sont des choses très proches.
pour John Locke, pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir confédératif. Dans pouvoir législatif, on retrouve l'idée d'assemblée générale, pouvoir exécutif, l'idée de corps des magistrats, c'est à peu près la même chose. Même si on pourrait faire des différences. Le pouvoir législatif, c'est vraiment faire les lois et les règlements, et pas forcément tous les règlements. Le pouvoir exécutif peut faire des règlements, pour ceux qui connaissent un peu le droit, on a les lois et en dessous on a les règlements, les actes réglementaires, donc décrets, arrêtés, ce genre de choses. Le pouvoir exécutif, faire exécuter, pouvoir législatif, faire la loi. Faire la loi, exécuter, et pouvoir fédératif ou confédératif selon les traductions. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est mener les relations internationales. C'est également mener les relations avec le peuple et avec la nation, garantir la fédération, l'unité, disons, du peuple, et les relations internationales, les relations étrangères. C'est surtout les relations étrangères. Donc il l'a séparé de pouvoir exécutif, mais beaucoup de personnes, beaucoup de théoriciens, notamment Montesquieu, il le mettrait avec le pouvoir exécutif. Parce que Montesquieu, lui, sépare 3 pouvoirs essentiels, dans de l'esprit des lois en 1748, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. C'est ce qu'on apprend normalement quand on est à l'école. Si on l'apprend encore, lorsque vous regardez cette vidéo, mais normalement on l'apprend encore. Montesquieu, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. En France, par exemple, actuellement, pouvoir législatif, un parlement, pouvoir exécutif, le président de la République et le gouvernement, et pouvoir judiciaire, tout l'appareil juridictionnel avec les cours suprêmes que sont bien sûr la Cour de cassation, le Conseil d'État, et le Conseil constitutionnel en un sens, on pourrait le mettre dans le pouvoir judiciaire, mais c'est un peu particulier. Mais il y a d'autres encore. Il y a Alexis de Tocqueville, par exemple, dans De la démocratie en Amérique, écrit en 1835 et 1840, donc 2 années de publication car 2 livres. Alors lui, il y a un État fédéral et des États fédérés. Plusieurs, j'en ai mis 2 là, et à l'intérieur de cette séparation verticale, dont on reviendra également dans d'autres épisodes, séparation verticale des pouvoirs, il y a évidemment toujours des pouvoirs exécutifs et des pouvoirs législatifs. Une répartition en réalité des compétences et des différents une attribution des compétences entre les différents niveaux, entre l'État fédéral et les États fédérés. Ça c'est surtout pour c'est surtout pourquoi est-ce qu'il y a État fédéral et État fédéré, parce qu'il n'est pas dans un État unitaire, il est dans une fédération, on y reviendra sur la séparation verticale des pouvoirs, c'est pas ce qui est le plus important. On retrouve ici pouvoir exécutif et pouvoir législatif du coup, et donc des relations plus ou moins importantes, c'est pour ça que que la flèche elle est un peu transparente, c'est que selon les auteurs, la séparation est plus ou moins stricte ou plus ou moins souple, on y reviendra à l'épisode prochain, c'est-à-dire que il y a plus ou moins de relations, plus ou moins de pouvoir l'un sur l'autre, entre les 2 pouvoirs. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, le pouvoir législatif peut intervenir sur le pouvoir exécutif par exemple une motion de censure du gouvernement qui va faire que les ministres vont devoir changer. Ou pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif, une dissolution. Par exemple, actuellement, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale en France. Par exemple. Ou une séparation beaucoup plus stricte où, en réalité, ils se parlent de façon formelle, mais ils n'ont pas de pouvoir réellement, l'un sur l'autre. Mais c'est pas ce qui nous intéresse là, ce qui nous intéresse, c'est surtout qu'il rajoute d'autres pouvoirs, qu'on pourrait appeler contre-pouvoirs également. Il rajoute le pouvoir associatif des lobbies et la presse, évidemment en lien. Le pouvoir associatif va influencer la presse et la presse c'est le pouvoir associatif, c'est forcément, on est dans une société où tout est en relation. Pourquoi les lobbies vont influencer la presse? Ben justement pourquoi le pouvoir associatif, les groupes de pression vont influencer la presse? Pourquoi? C'est assez simple. En réalité, c'est pour que leurs idées soient reprises dans la presse. On en parle, leurs idées avancent, que leurs opinions, que leurs intérêts soient un peu plus présents dans la presse. Et la presse va évidemment influencer les lobbies parce que la presse influence un peu tout le monde en posant des questions, en donnant une certaine information, pas toujours neutre, pas toujours. En tout cas, ils choisissent l'information, ils diffusent l'information, donc ils posent des questions. Ils ont une influence sur le pouvoir associatif, comme sur les pouvoirs qui sont plus classiques, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, que ce soit dans un État fédéral ou dans les États fédérés.
ou dans un État unitaire, donc comme la France, donc par exemple sur l'Assemblée nationale, ou sur le gouvernement. Ça se voit très bien, la presse, notamment en relayant des sondages d'opinion, en critiquant, en commentant ce qui se passe, ce que le gouvernement fait, ce que l'Assemblée fait, va les influencer. Mais ne peut-on pas voir d'autres pouvoirs, ou d'autres contre-pouvoirs? La question est entière. J'en ai mis quelques-uns ici. On pourrait les imaginer. Pouvoir de contrôle de constitutionnalité. Donc ça, c'est le Conseil constitutionnel, c'est les cours constitutionnels en général. Et dans le système anglo-saxon, par exemple aux États-Unis, il y a aussi, je crois que c'est le Congrès. Bref, c'est ce qu'il y a au sommet de leur... je connais pas bien le droit américain. C'est ce qu'il y a au sommet de leur appareil judiciaire qui exerce aussi un pouvoir de contrôle de constitutionnalité, mais également les juridictions qui sont inférieures, qui peuvent également revenir sur la constitutionnalité des lois en ne les appliquant pas s'il est démontré que si l'avocat démontre que preuve à l'appui, tout ça avec des arguments, que c'est pas constitutionnel, par exemple une loi. Voilà, bref, un pouvoir de contrôle de constitutionnalité. On peut aussi penser à une puissance populaire, la manifestation, le référendum, l'usage du référendum, les pétitions qui vont influencer, l'opinion, une certaine puissance populaire, un pouvoir populaire. Également toutes les puissances économiques qui vont avoir une influence, qui vont peut-être être des contre-pouvoirs. Pour reprendre la presse, les pouvoirs médiatiques en général doivent être des contre-pouvoirs. Il y a une expression qui dit que la presse est le quatrième pouvoir, ou les médias, le quatrième pouvoir. Puissances internationales également, bien sûr, l'Union européenne, l'ONU, par exemple, vont influencer. La Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, bref, tout un tas d'institutions internationales vont pouvoir influencer et être en quelque sorte des contre-pouvoirs, voire des pouvoirs à part entière, puisqu'ils peuvent participer pleinement à l'élaboration de normes, de lois, en tant que comme une espèce de pouvoir législatif. Là, je pense plus à l'Union européenne qui peut avoir une influence considérable sur les lois et sur les lois qui sont prises par les parlements des différents États. Voilà. On va pas s'attarder trop là-dessus. Pouvoir de contrôle financier. Là, à quoi je pense? Je pense tout simplement à un organe plutôt, qui contrôlerait les finances de l'État, la Cour des comptes. Est-ce que c'est un réel pouvoir? Ça dépend aussi de l'indépendance de celle-ci, cette Cour des comptes ou de cet organe qui va contrôler les finances, l'utilisation de l'argent public. On peut penser au parquet national financier, mais il est quand même assez relié au pouvoir exécutif. Les puissances territoriales également, bien évidemment, en France, les collectivités territoriales, qui sont des sortes de contre-pouvoirs dans le discours médiatique, dans le discours également des élus locaux, c'est utilisé ce terme de contre-pouvoir. Aussi, encore un dernier, mais on pourrait, je suppose, en trouver d'autres, ou affiner, diviser, par exemple, les puissances économiques, ou les pouvoirs médiatiques, les diviser, etc., pour les diviser en d'autres pouvoirs. Dernier, pouvoir de contrôle des intérêts et du patrimoine des politiques. Alors, à quoi je peux penser, par exemple, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en France, la HATVP, Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, contrôle le patrimoine et les différents intérêts, puisqu'il faut déclarer les intérêts qu'on peut avoir quand on est élu, notamment quand on va exercer le gouvernement ou à l'Assemblée nationale, etc., au Sénat. Il y a un contrôle du patrimoine, on doit déclarer son patrimoine et déclarer des différents conflits d'intérêts qu'on pourrait avoir, les intérêts qu'on a. Il y a un certain pouvoir de contrôle des intérêts du patrimoine des politiques. Vous voyez, on pourrait trouver plein de pouvoirs et de contre-pouvoirs. Bien, passons maintenant à la troisième partie, où on va en quelque sorte reprendre tout ça et revenir sur la séparation des pouvoirs, en allant un peu plus loin. Entre abus et incapacité. Pourquoi j'ai dit ça? On va y venir. L'objectif principal du coup de la séparation des pouvoirs, qu'est-ce que c'est? Une espèce d'empêchement mutuel, une balance des pouvoirs. Comme je l'ai dit, c'est pas tout à fait la même chose que la séparation des pouvoirs, la balance des pouvoirs. Mais c'est souvent utilisé comme synonyme.
Même si c'est pas tout à fait la même chose, l'idée de séparation, et c'est une séparation stricte en différents organes. Bon. Séparation stricte, une séparation entre différents organes, faut pas que je dise séparation stricte, sinon ça brouille un peu les pistes avec l'épisode suivant. On parlera de la différence entre séparation stricte et séparation souple. Bref, donc, séparation des pouvoirs, des organes différents, balance des pouvoirs, par exemple, une institution où les pouvoirs seraient pas aux mêmes personnes, etc., etc. Bref, c'est pas tout à fait la même chose. Et dans l'idée de balance des pouvoirs, de séparation des pouvoirs, dans l'idée de balance des pouvoirs, il y a plus l'idée de relation entre les deux, une relation assez forte quand même, qui va faire que l'un va contrebalancer l'autre, et c'est aussi surtout l'idée d'un équilibre entre les pouvoirs, plus qu'une idée de séparation. À quel point les pouvoirs doivent être séparés du coup. C'est ce qu'on verra essentiellement à l'épisode prochain, mais tout au long, puisque la séparation des pouvoirs, c'est encore une fois quelque chose qui est très important dans l'élaboration d'une constitution, dans l'organisation des institutions d'un pays. Donc à chaque étape, il faut faire attention à la séparation des pouvoirs. À quel point séparer les pouvoirs, ça peut poser un problème, le problème de trouver un équilibre entre abus de pouvoir et incapacité ou blocage. Je vais m'expliquer juste après. Entre abus de pouvoir, s'il y a un pouvoir qui prend le pas sur l'autre, ou incapacité ou blocage, s'il est impossible d'arriver à des décisions parce que l'un empêche le travail de l'autre, ou que, par exemple, l'un fait des lois et l'autre ne les applique pas. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ne se parlent pas, le pouvoir législatif fait la loi, le pouvoir exécutif ne fait pas appliquer la loi, il ne fait pas exécuter la loi, il ne met pas en place l'administration pour faire exécuter la loi, ça ne marche pas. Bref, incapacité ou blocage. Donc, un petit bonus là. J'ai utilisé le terme de séparation des pouvoirs, mais ne devrait-on pas dire séparation des fonctions? La fonction législative et la fonction exécutrice, pouvoir exécutif du coup, fonction exécutive du coup, pardon, fonction exécutive, fonction législative et fonction judiciaire, au lieu de pouvoir. Les pouvoirs est un peu plus flou. L'idée de fonction se rattacherait plus à l'objectif, à ce qu'ils doivent faire. L'idée de pouvoir plus à l'idée d'organe ou de force d'agir sur quelque chose. Ça dépend ce qu'on met comme sens de pouvoir, ou d'autorité, ou de capacité à faire quelque chose. Alors que les fonctions, objectifs, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les compétences? La séparation du coup des compétences, et pas, c'est un terme pouvoir, on peut le critiquer. C'est ça que je veux surtout dire, on peut le critiquer. Et utiliser le terme de fonction ferait que on parlerait moins de plein de pouvoirs différents, pouvoir confédératif, pouvoir de la presse comme pouvoir, pouvoir populaire, pouvoir local, etc. Parce que c'est différent. La presse exerce une autre fonction informative par exemple. Fonction exécutive, fonction législative, fonction judiciaire, fonction informative, fonction d'administration, d'exécution locale, pour les collectivités territoriales, donc des fonctions des pouvoirs territoriaux, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ça fait partie en réalité peut-être de la fonction exécutrice, fonction exécutive, exécutrice de la loi. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'ils eux-mêmes sont en charge également d'une fonction de proximité et de lien avec la population, fonction d'unité, d'unification, de communication du pouvoir central, ça ce serait plus pour les préfectures, mais également pour du pouvoir de l'État, de la société, de l'État en général, avec la population. Bref, on pourrait distinguer ce genre de choses, mais l'idée principale, c'est l'empêchement mutuel, le fait qu'il y ait impossibilité pour quelque organe de soi d'abuser de ses pouvoirs, de ne pas respecter la Constitution, de prendre le dessus sur les autres, et de devenir en quelque sorte un souverain. En quelque sorte. Bien. Que nous dit Montesquieu sur le problème que j'avais annoncé avant, de trouver un équilibre entre abus de pouvoir, incapacité ou blocage? Montesquieu nous dit ceci. Voici donc la constitution fondamentale du gouvernement dont nous parlons. Le corps législatif y étant composé de deux parties, l'une enchaînera l'autre par sa faculté mutuelle d'empêcher.
toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice qui le sera elle-même par la législative. Ces trois puissances devraient former un repos ou une inaction. Mais comme, par le mouvement nécessaire des choses, elles seront contraintes d'aller, elles seront forcées d'aller de concert. Ce qui est très important ici, on va pas s'attarder sur le début, ce qui est très important ici, c'est ces trois puissances devraient former un repos ou une inaction. Donc incapacité, il dit non. Car en réalité, par le mouvement nécessaire des choses, donc par la nécessité en quelque sorte, par les événements, elles seront contraintes, elles vont devoir aller, seront forcées d'aller de concert, donc d'agir ensemble. C'est assez critiquable. C'est assez critiquable parce que ça peut créer des réels blocages qui seront résolus d'une manière ou d'une autre. Le risque étant que la manière de régler le problème ne soit pas un dialogue, un compromis, mais un coup d'état d'un organe sur l'autre, ou tout simplement un organe qui va en quelque sorte s'écraser, se mettre à terre, se décider de ne plus exercer de son pouvoir, il s'affaiblit tout seul pour laisser à l'autre la possibilité de choisir. C'est dans un espèce de statu quo qui n'en finirait pas. Prenons quelques exemples de blocage possibles. Séparation du pouvoir législatif jusqu'au blocage total, premier exemple. Je vais prendre juste 2 exemples parce que ça fait un peu long sinon comme épisode. Séparation du pouvoir législatif jusqu'au blocage total. Chambre 1, bon, une seule chambre, pouvoir législatif tout seul, une chambre qui décide. Une chambre, une assemblée législative. C'est à peu près la même chose, c'est même la même chose, on appelle ça une chambre. Première chambre, Assemblée nationale, imaginons. Très bien. Elle décide. Ok. Bon, on va quand même en rajouter une deuxième parce que pour la législative c'est quand même vachement important parce que la loi c'est quand même l'expression de la volonté du souverain en théorie, c'est ce qui fait l'ensemble, ce qui fait des normes les plus hautes en dessous de la Constitution, les plus importantes en dessous de la Constitution qui n'est pas censée être révisée couramment, les lois qui sont vraiment très très importantes, la norme essentielle qui organise la vie de l'État, la vie de la société. Donc on va rajouter une deuxième chambre, on va mettre des liens entre les deux, faut bien qu'ils se parlent. Bon, appelons ça chambre 1 Assemblée nationale, chambre 2 Sénat, comme ça vous serez pas perdu avec ce qui se passe actuellement avec la 5e République en France, et on va mettre la navette entre deux, une navette, les deux vont décider, sans aucun souci, ça va aller. Vont décider ensemble. Bon, là ça va, on peut encore arriver à une décision. Bon, rajoutons une troisième chambre, imaginons, appelons-le assemblée des conseillers économiques, sociaux et environnementaux. Imaginons un CESE qui exerce un pouvoir similaire en fait au Sénat ou à l'Assemblée nationale, donc pouvoir législatif mais plus précis plus sur les questions économiques, sociales et environnementales. Donc la nécessité pour faire une loi sur ces questions d'un accord avec tout le monde. Bon là ça pose problème, commence à y avoir du monde, pour arriver à se décider si la chambre 1 n'est pas d'accord avec la chambre 2 sur un amendement, sur un article de la loi, ça va peut être long pour discuter, mais s'il faut en plus qu'une troisième chambre qui soit là et qui dise oui aussi, pour arriver à un texte final, ça risque d'être un peu long, ça risque de commencer à bloquer, en tout cas être très très lent. Bon, ça peut encore aller, même si c'est un peu limite. Chambre 4. On va rajouter un truc. Allez, peu importe ce qu'on rajoute, donnez-leur le nom. Donnez-lui le nom que vous voulez. Là, ça rajoute encore plus de liens. Là, c'est vraiment coton. C'est vraiment coton pour arriver à une décision. C'est vraiment difficile. Donc, on sépare encore le pouvoir législatif. Encore une dernière fois. Bon. Là, c'est encore pire. Regardez tous les liens, toutes les navettes, toutes les discussions qu'il doit y avoir entre tout le monde pour réussir à arriver à une seule loi. Ça devient n'importe quoi, et donc c'est le blocage total. C'est pour ça que vous avez cru rarement, même je crois, jamais, en tout cas j'ai pas d'exemple qui viennent en tête, peut-être que ça existe, vous avez rarement 3 chambres. Généralement vous avez 2 chambres, dont une plus forte souvent que la deuxième, ou une seule chambre, une seule assemblée. Ça arrive aussi. Généralement 2, parfois 1, bon. 3, ça m'étonnerait, j'ai pas d'exemple. 4 ou 5,
Ça commence à être n'importe quoi, on n'arrive plus à décider, on n'arrive plus à faire les lois. Et du coup là forcément, une chambre va prendre le pouvoir sur les autres vont seulement être des simples conseillers, ou va y avoir un coup d'état du pouvoir exécutif, ou un blocage complètement de la situation, une révolution, parce que incapacité de prendre des décisions en fonction de ce qui se passe dans le pays, bref, un blocage. Bon, il ne semble pas qu'on ait déjà atteint ce niveau de blocage, qu'il y ait déjà eu une constitution qui fasse ce genre de choses. Prenons un deuxième exemple, du coup, un blocage à cause d'un conflit insoluble, donc on peut pas résoudre, on n'arrive pas à résoudre, entre le législatif et l'exécutif. Prenons un exemple. Mettons l'Assemblée nationale, chambre 1 plus forte que le Sénat, chambre 2. Donc s'il y a un problème, bien sûr, une relation navette, donc les lois vont passer de l'une à l'autre chambre pour qu'il y ait un accord, puis s'il n'y a pas d'accord, c'est la chambre 1 qui pourra, c'est le texte de la chambre 1 qui sera validé, dans une procédure très particulière. Vous pouvez aller lire la Constitution de la 5e République. Pour ça, bref, on dit que la chambre 1 est plus forte que la chambre 2. Tout ça, c'est le Parlement, le pouvoir législatif. À côté de ça, on va mettre un pouvoir exécutif. On va mettre un gouvernement et un chef de l'État. Le chef de l'État qui nomme le gouvernement, qui a donc une influence sur lui. Ça, c'est l'exécutif. Bon, on va mettre une flèche comme ça, voilà, le chef de l'État va pouvoir dissoudre la chambre la plus forte. Hop, si la chambre 1 pose problème pour une raison, quel que ce soit un blocage, parce qu'elle fait n'importe quoi, bon, peu importe, pour des raisons politiques également, possibilité de dissoudre. Ah mais là, du coup, il y a un petit problème. L'exécutif, il est trop fort par rapport au législatif, le chef de l'État, il nomme le gouvernement, il peut décider également de dissoudre l'Assemblée nationale. Du coup, il peut la mettre à genoux, on peut dire, en quelque sorte. Il peut la dissoudre autant de fois qu'il veut. Bon, en réalité, on pourrait mettre une clause qui dirait que ce soit tous les 1 an ou 2 ans, par exemple, mais la Chambre, une fois élue, elle sait qu'elle va pas durer longtemps, bref, elle va possiblement, pour durer plus longtemps, être aux ordres du chef de l'État. Donc pour éviter ce genre de choses, genre du chef de l'État et du gouvernement du coup, donc pour éviter ce genre de choses, que faire? Chambre 1, un pouvoir de censure, voire motion de censure pour contre le gouvernement, pour l'empêcher, pour en quelque sorte le destituer, pour forcer la démission d'un membre du gouvernement ou de tous. Comme ça, le chef de l'État et la Chambre et le gouvernement vont être à peu près équilibrés. Bon allez, ça sert à rien on va dire, ces deux flèches elles ne servent à rien, on va les enlever. Allez, hop, on enlève. C'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un conflit entre l'exécutif et le Parlement. Le chef de les élections viennent d'avoir lieu, par exemple aux législatives, et c'est pas la même couleur politique, c'est pas le même parti que le chef de l'État et que le gouvernement à la Chambre, à l'Assemblée nationale, à la Chambre numéro 1. Que se passe-t-il? La Chambre numéro 1 veut faire une loi très importante pour le pays, puisqu'il se passe un événement très particulier, imaginons, peu importe, une guerre, la Chambre 1 veut faire la guerre, veut réagir en envahissant l'adversaire, et le gouvernement préfère négocier et, en réalité, préfère négocier et seulement se défendre tant qu'il n'y a pas de compromis. Que se passe-t-il? La Chambre 1 n'autorise pas le gouvernement à avoir les pleines possessions de ses pouvoirs de militaires, etc., pour bien mener sa défense. Mais le gouvernement ne veut pas non plus que faire la guerre, donc le gouvernement en réalité ne veut pas faire la guerre et ne fait pas la guerre comme la Chambre, comme l'Assemblée nationale ici, par exemple, le voudrait. Alors que se passe-t-il? Ça discute, mais il ne se passe rien, c'est le blocage. Il y a un conflit qu'on ne peut pas résoudre entre le législatif et l'exécutif. Pourquoi? Parce que tout simplement, les deux se parlent, mais ils ont aucun pouvoir l'un sur l'autre. Donc soit l'un s'écrase, soit l'un décide de se taire et de dire bon ok, tu vas le faire, tant pis, mais ça peut donner naissance à une convention de la Constitution qui va faire que par exemple la Chambre elle va
va dire ok, je te laisse faire le gouvernement, et que petit à petit, à cause de ce précédent, ça va faire en quelque sorte jurisprudence, ça va en réalité donner une convention à la Constitution qui va faire qu'en cas de conflit, à chaque fois, ce sera le gouvernement qui va avoir le dessus, ce qui donnera un déséquilibre en faveur de l'exécutif. Ou le contraire. Le gouvernement le chef de l'État ou le gouvernement, selon qui est le plus fort dans l'institution, peu importe, c'est pas important, ils vont s'écraser. Ils vont dire, d'accord, Madame l'Assemblée, je vais faire ce que vous voulez. Là, on passe dans un régime d'assemblée, si ça devient également une convention de la Constitution, si le gouvernement va à chaque fois s'écraser en cas de conflit, ce qui veut dire qu'au final, ce sera plus que la Chambre qui va décider, le pouvoir exécutif n'aura plus de problème. Et puis si le Sénat n'a plus aucun pouvoir non plus, là, et s'écrase également et ne fait plus du tout son boulot, on peut arriver à un régime d'assemblée avec une chambre 2 comme conseil, et un gouvernement aux ordres d'une assemblée qui ferait ce qu'elle veut. Voilà, ça pourrait être une solution. Pourquoi pas. Mais également, il peut y avoir un coup d'État. Un coup d'État. Tiens, le chef de l'État décide, pour résoudre le problème, de prendre les pleins pouvoirs. Il prend les pleins pouvoirs, il dit ok, je fais des lois, je vais réviser la Constitution, je vais la faire réviser, je vais soumettre à un référendum, et comme les gens m'adorent, parce que comme par hasard, je viens d'être élu, je suis très aimé, et voilà, ils vont accepter, ils vont voter le référendum, et je vais virer le Parlement, en tout cas je vais en faire plus qu'un conseil, et je vais faire un empire. Et voilà, on se retrouve avec le Second Empire français, c'est un exemple historique, même s'il y avait, j'ai pas bien étudié la Constitution de la Seconde République qui précède le Second Empire, mais en quelque sorte c'est parce qu'il n'y avait pas assez, c'est une des causes, il n'y avait pas assez de relations entre le Parlement et l'exécutif, entre le législatif et l'exécutif, qui a fait que ça a posé problème, même s'il y a beaucoup d'autres raisons qui peuvent conduire à ce coup d'État, mais ça a été forcément critiqué, la Seconde République, pour cet aspect trop strict de régime présidentiel. Quand on reparlera des régimes, on en reparlera, ne vous inquiétez pas. Je laisse ça de côté. Passons à la Constitution. À la conclusion. Pardon, passons à la conclusion, on a assez parlé. Alors, je reprends, qu'est-ce qu'on a dit? La séparation des pouvoirs, c'est que si ceux qui exercent des pouvoirs souverains sont les légataires d'un souverain et non souverains eux-mêmes, ils doivent être contrôlés, limités, afin qu'ils ne dépassent pas leur mission, leurs compétences, qu'ils respectent la volonté du souverain. J'ai remis la première phrase, parce que je l'aime bien, je trouve qu'elle résume assez bien cette idée qu'il ne faut pas du coup qu'un pouvoir prenne le dessus sur l'autre et devienne en quelque sorte souverain, et qu'il ne respecte plus la volonté du souverain, etc. Donc ça fait un lien avec la souveraineté avec les épisodes précédents, tout en expliquant quand même assez bien qu'il faut limiter les pouvoirs pour éviter qu'ils abusent de leur pouvoir. Idée assez simple, idée assez partagée actuellement. Le pouvoir législatif étant le plus important. Donc ça, c'est Montesquieu qui nous le dit, mais c'est assez simple de le voir également, puisque le pouvoir législatif va faire la loi, donc va faire les règles, le pouvoir exécutif va les faire exécuter, donc il n'est pas l'origine des lois, qui sont très importants, c'est les règles, il fait exécuter, et le pouvoir nul, d'après Montesquieu, que le pouvoir qui est nul, c'est le pouvoir judiciaire qui n'est que la bouche de la loi, qui n'est que là pour répéter la loi et sanctionner ceux qui ne l'ont pas sanctionné, avec la loi également, avec les lois dites pénales qui vont autoriser les sanctions, donc c'est vraiment que la bouche de la loi, d'après Montesquieu. Bref, donc pouvoir législatif, c'est le plus important, juste devant le pouvoir exécutif. Il est donc primordial qu'il soit divisé ou à minima arrêté par un autre pouvoir. Donc, on peut penser à un pouvoir exécutif, mais on peut penser également, comme ça a été fait beaucoup, à deux chambres. Deux chambres qui s'empêcheraient mutuellement, qui permettraient une discussion et de tempérer, de modérer les décisions d'une assemblée, d'une assemblée s'il n'y en avait qu'une seule. Bref, de faire des lois qui soient plus concertées, où on prend un peu plus de temps, mais on en parle plus, il y a plus de, pas tant de compromis, plus de discussions, plus de débats, plus de réflexions pour avoir des meilleures lois, enfin ce genre de choses, et éviter l'abus d'une sur l'autre, même si bien sûr le pouvoir exécutif doit exercer lui aussi une certaine forme de pouvoir sur le pouvoir législatif, c'est un peu répétitif, excusez-moi, un empêchement mutuel, l'un et les pouvoirs doivent être séparés et surtout être dans une certaine forme de balance, équilibrée. Il faut pas qu'il y ait un pouvoir plus fort que l'autre, sinon, paf, la balance, elle tombe d'un côté.
l'autre se retrouve en quelque sorte éjecté. Bref, il faut un empêchement mutuel, vous avez compris, on va finir cette conclusion parce que ça fait 40 minutes, et que c'est un épisode déjà assez long. On peut imaginer du coup un nombre de pouvoirs très important, ça je l'ai dit, je vais pas le rappeler, cependant les organes doivent avoir des pouvoirs de sorte à ce qu'ils s'arrêtent mutuellement, c'est très important. Des pouvoirs de sorte à ce qu'ils s'arrêtent mutuellement, c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter, pour éviter que les pouvoirs, qu'un organe abuse de ses pouvoirs. Ouais, donc c'est tout un équilibre à trouver. Entre le risque de prise de pouvoir d'un organe sur les autres, ce qui lui permet d'abuser de ses pouvoirs, bien sûr, et le risque d'incapacité, de blocage des institutions, on a donné quelques exemples avant, où les pouvoirs ne se parleraient plus et n'auraient pas de moyen de le résoudre autre que la négociation longue et interminable, mais ça c'est possible, hein, pourquoi pas, et ou le coup d'état, ou un pouvoir qui abandonnerait tout simplement, qui craquerait, quoi, qui se mettrait à plat. On en a parlé. Se pose alors une question, séparation stricte ou séparation souple. Dans l'épisode prochain, on reviendra sur ce problème, et on verra séparation simple, séparation stricte ou séparation souple, qu'est-ce qui est le mieux selon moi, pour la France, pour notre constitution, dans ma vision du domaine constitutionnel, pour faire cette constitution qui va être, qui commence déjà à bien avancer, on a déjà plein de choses, je vous invite à aller voir les points d'étape, donc celui de l'épisode juste après l'épisode 4, et si vous voulez pas, sinon vous regarderez après l'épisode prochain, donc samedi prochain si vous regardez au moment de la sortie de cette vidéo, le point d'étape qui rappellera tout ce qu'on a vu précédemment. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça c'est pas besoin de le répéter, normalement c'est vu, c'est connu par tout le monde. Encore merci, c'était Elsker et à la prochaine.